Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première. J'ai besoin de repères. Les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Des clés avec lesquelles on va essayer d'ouvrir des portes qui s'ouvrent très peu d'habitude au regard de la société. Que se passe-t-il dans les centres fermés, là où l'on enferme des personnes qui se sont vues refuser l'entrée sur le territoire belge ou qui ont reçu un ordre de quitter le territoire? On a voulu y voir clair sur ces centres qui découlent de notre politique migratoire actuelle. C'est Sarah Pousset qui a voulu y entrer, elle n'a pas pu le faire, alors elle s'est appuyée sur le témoignage de personnes qui y entrent régulièrement ou qui y ont été enfermées. Je vous propose de découvrir son reportage. La première. Les clés. Je m'appelle Amélie Fay, je travaille à l'ASBL Point d'Appui et dans ce cadre-là, je suis visiteuse accréditée au centre fermé de Votem. Alors depuis 8 ans, je m'y habitue vraiment pas. J'ai chaque fois vraiment mal au ventre avant d'y arriver. Et je sors chaque fois de là assez révoltée et énervée, triste. Mais une fois dans le centre, l'angoisse disparaît au contact des détenus. Des détenus et non pas des résidents, c'est en effet le terme que préfère Amélie pour parler des personnes enfermées dans ces centres. Des centres d'ailleurs similaires à une prison à de nombreux égards. Ils sont même peut-être encore plus sécurisés car seuls quelques visiteurs accrédités comme Amélie peuvent y entrer, ainsi que certains parlementaires. Les visites du public y sont interdites et les journalistes sont tenus à l'écart. Ce qui est un peu complexe, c'est qu'on est accrédité, donc on est autorisé à rentrer dans les centres. Cette autorisation, ce droit de regard, nous est octroyé par l'administration qui elle-même contrôle, gère les centres fermés. Et donc on marche clairement à pas feutrés dans un équilibre très précaire. C'est une grosse différence avec les prisons, c'est qu'il y a plus de mécanismes de contrôle dans les prisons que dans les centres de détention. Ici, c'est l'Office des étrangers, l'administration qui contrôle ce qui s'y passe. Pas de contrôle extérieur et pas de procédure judiciaire non plus. Une simple décision administrative suffit pour placer une personne en centre fermé. Dans une prison, lorsque quelqu'un commet un crime, c'est un juge qui décide de la légalité de la détention ou non. Ici, les personnes sont détenues uniquement parce qu'elles n'ont pas le bon titre de séjour. Ce n'est pas du tout lié à un comportement, si ce n'est de ne pas avoir de papier, quoi. Mais ça ressemble à une prison esthétiquement. Je veux dire, les gens sont privés de liberté, il y a des heures de préau, et des cachots, et des isolements, et des gardiens plus que de travailleurs sociaux. En majorité, les personnes détenues sont donc des sans-papiers qui, suite à un contrôle de police ou à un contrôle sur leur lieu de travail, sont arrêtés et enfermés. Le centre de Votem est réservé aux hommes. On y retrouve des hommes seuls, mais aussi des pères et des maris écartés de leur famille. Amélie Fay travaille pour l'ASBL Point d'Appui qui défend les droits des étrangers et aide les sans-papiers. L'année dernière, l'association a calculé qu'au moins 29 enfants belges ou étrangers ont été impactés par les enfermements de Votem. Et quand la grille se referme, débute alors l'attente, car si le délai d'enfermement est limité à 2 mois par la loi, la durée des détentions peut être reprolongée à chaque refus de rapatriement de la part du détenu. La différence aussi est ça, quand on paye une peine en prison, on sait pour combien de temps, on sait pourquoi on est là. Et là, c'est la grande difficulté. Moi, quand je n'ai pas de réponse pour les détenus qui me disent « mais pourquoi je suis là ? J'ai pas commis de délit, j'ai jamais de problème, ça fait 10 ans que je suis en Belgique, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants. » Là, moi, j'ai pas de réponse et on ne sait pas exactement définir combien de temps la détention va durer, surtout pour les personnes qui ne veulent pas retourner dans leur pays, et ni si la fin sera une libération ou une expulsion, et la plupart du temps, ce sera une expulsion. Lamine Keita lui est resté 3 mois enfermé au centre de Votem. Il a réussi à en sortir et vit désormais à Liège où je l'ai rencontré. Bon, moi je viens de la Guinée. Moi je suis venu ici pour la politique, pour l'homme de politique, quoi. Donc j'avais perdu mon frère, c'était militaire, coup d'État 2011 en Guinée. C'est à cause de ça que je suis venu ici.
Orphelin, Lamine est élevé par son cousin militaire. Lorsque ce dernier est torturé à mort lors du coup d'État de 2011, Lamine décide alors de quitter la Guinée. Il fuit seul à 19 ans. J'ai passé par Mali, Algérie, après je suis passé au Maroc directement. Du Maroc, un passeur l'amène en Belgique, un pays choisi donc par hasard où il essaye de se reconstruire une vie. Il passe d'abord dans un centre de transit à Bastogne et puis est ensuite hébergé 1 an au centre de la Croix-Rouge d'Othon, près de Marche-en-Famenne. Il commence d'ailleurs à jouer avec l'équipe locale de foot, mais quand ses demandes d'asile sont refusées, il se retrouve dehors sans rien. Quand le président du club a su que je n'ai pas que je suis dans la rue, il m'a donné une chambre au foot, donc moi je suis resté là-bas. Donc un jour, il y avait un policier que je connaissais bien, M. Dissey, qui m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, M. Keita, je voulais vous voir. Il dit que le fils a envoyé des papiers, qu'il devait venir remplir avec lui. Et si le fils a besoin de moi, il va partir me déposer au centre fermé. Et moi aussi j'ai écouté ça, donc j'avais pas le choix, parce que j'avais pas l'endroit où je peux aller. Donc moi je suis parti aussi à la police, quoi. On a rempli les papiers, il a envoyé ça à le fils, et le fils a confirmé. Le fils a dit à M. Dessay de venir me déposer au centre fermé à voter. C'était ma première fois de voir ça. C'était très dur, quoi, pour moi. Dans les centres, les personnes sont enfermées en intérieur 22 à 23 heures par jour. Quelques activités sont organisées par des éducateurs, mais comme en prison, le personnel manque, surtout en matière d'aide médicale et psychologique. Alors, les chambres, les cellules sont ouvertes dans les ailes dites normales, donc quand les personnes ne sont pas isolées, entre 2 barrières. Et donc toute la journée, ils peuvent se balader dans ce couloir. Il y a un réfectoire et une table de ping-pong. Et donc les journées se passent à tourner comme ça dans ces ailes. Il y a 2 heures de préo par jour, donc ils peuvent aller dehors dans les cours comme dans une prison. Là-bas, je ne pouvais rien faire. Sauf si on donne 1 heure de pause. Là-bas, je profite d'abord pour courir un peu, pour jouer avec les gens. Les centres fermés abritent aussi des demandeurs d'asile avec des problèmes psychiatriques. Ils sont maintenus à l'isolement dans des cellules filmées qu'on appelle des cachots. Il y a 2 sortes de cachots, des cachots punitifs et des cachots non punitifs. C'est notamment là que vont les détenus la veille d'une expulsion. Ce sont des cachots avec des lits en béton, des toilettes en fer. Et cette peur d'être un jour amené au sous-sol hantait Lamine, comme tous ses camarades de cellule. On était 4, donc chaque fois, des fois on venait, on prenait des gens pour aller les mettre au cachot, pour les embarquer directement dans leur pays. C'était comme ça, donc on ne dort pas bien, donc ça ne fait rien. Si Lamine n'a pas vécu de discrimination raciste ou de violence lors de son enfermement, cela fait aussi partie des témoignages des détenus. Tout comme les conditions sanitaires variables, Point d'appui a ainsi constaté de nombreuses piqûres de punaises de lit sur des détenus. À Vothème, le centre a aussi des problèmes de chaudière. Les douches sont soit froides, soit bouillantes et à certaines périodes, elles sont tout simplement inutilisables. C'est alors à l'aide de seaux qu'il faut se laver. Le 23 août 2013, la détention de Lamine a pris fin, sans plus d'explications. Il y a une dame qui est venue, qui travaille à la sécurité, quoi. Donc elle m'a dit, Monsieur Keita, oui, j'ai dit. Elle m'a dit, vous êtes libéré. Ça, j'étais très très content. Il a donc repris une nouvelle vie à Liège, sans repère, puisque c'est à Othon qu'il avait vécu jusque-là. Malgré les années passées, cette période d'enfermement ne le quitte pas. Je ne fais pas de bêtises, mais même avec ça, j'ai peur. Quand je vois la police, j'ai peur. Voilà.
Un vécu qui fait écho aux autres récits qu'Amélie Fay reçoit chez Point d'Appui. Si les centres fermés ne changent rien au nombre d'arrivées en Belgique, ils alimentent en revanche une vraie peur dans la population migrante établie sur le territoire. On accompagne particulièrement des personnes en séjour, sans séjour ou en séjour précaire. Je revois les personnes qui sont libérées souvent. Et donc, c'est des personnes qui sont traumatisées, qui ont très très peur de revivre la même chose, qui souvent avaient déjà tout un réseau, un logement, un travail, au noir ok, mais un travail, donc qui ont perdu tout ça, donc qui doivent tout reconstruire. Et beaucoup nous disent qu'ils n'osent plus dormir avec la porte fermée, qui voient un uniforme vraiment peur. Pareil pour ceux même qui ont obtenu un séjour par la suite, sont toujours dans la crainte de perdre leurs papiers, d'être face à la police. Ça crée vraiment des traumatismes. Donc l'effet de dissuasion est peut-être dans ce sens-là. Reportage donc signé Sarah Pousset, qui a pu rencontrer donc des personnes qui connaissent bien l'intérieur des centres fermés sans avoir pu par contre en tant que journaliste y entrer. Bonjour Andrew Crosby. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche du FNRS au Centre d'anthropologie prospective de l'UC Louvain et vous avez réalisé votre thèse de doctorat il y a quelques années sur ces centres fermés justement. Vous avez été un peu en immersion, passé des journées, parfois des nuits, interrogeant aussi le personnel des centres. Alors quand on parle des centres fermés, on est en fait au croisement très compliqué de deux enjeux, Andrew Crosby. Oui. À la fois le droit souverain d'un État à contrôler ses frontières et en même temps nos engagements à respecter, à défendre les droits humains. Dans ce cas-ci, on a un peu l'impression que c'est difficile, en fait, de concilier les deux sur cette question migratoire. Difficile, on va dire qu'il y a des moments où ces deux questions rentrent en tension et donc comment est-ce qu'au quotidien on gère ces tensions ? Et c'est ça toute la complexité, parce que on est dans un contexte d'enfermement, notamment pour des gens qui n'ont pas commis de délit ou quoi. Et donc une privation de liberté, qui est quand même un droit fondamental. Et suite à cette privation de liberté, il y a toute une série d'autres droits qui sont mis à mal, potentiellement. Quel droit, par exemple ? Qu'est-ce qui, en plus de la privation de liberté, vient s'ajouter et réduit quelque part les droits de ces personnes qui sont placées en centre fermé ? Alors, par exemple, il y a toute une littérature en psychiatrie et en psychologie, par exemple, qui démontre comment un enfermement, même très très court, et à tous les âges, même d'un jour seulement, a des séquelles. Or, on n'a peut-être pas le droit d'être ici, mais on a le droit à la santé, on a le droit à la santé mentale. Donc ça, c'est déjà un enjeu, par exemple. Et puis, avec la privation de liberté, il y a une entrave, par exemple, aussi à la vie privée. C'est compliqué de maintenir des liens avec une famille, mais même avoir une vie sociale, quand on est enfermé. Donc là, à chaque fois, l'État doit en fait faire, en théorie, un jeu d'équilibre entre quel droit prime sur lequel, mais ce sont donc des droits qui risquent d'être, violés. Et ça, vous l'avez constaté, vous, en allant sur place. Est-ce que ce que vous avez entendu dans le reportage ici de Sarah Pousset faisait écho à des situations que vous avez pu, vous, observer quand vous êtes allé pendant de longs mois oui. dans des centres fermés, voir comment la vie s'y déroulait ? Alors, première chose, j'ai fait mon terrain, comme on dit, il y a une dizaine d'années. Donc, la mémoire n'est pas toujours très fraîche par rapport à ça. Je dis ça pour être quand même le plus correct possible. Mais il y a effectivement pas mal de choses que je reconnais dans ce qui a été dit. Et je pense la privation de liberté vient quelque part aussi avec presque comme une privation sensorielle, j'ai envie de dire. Les gens sont coupés du monde, la vie continue en dehors. Et on voit qu'au début, ça stresse énormément les gens, cette coupure du monde, n'avoir rien à faire, d'être là. Le monde continue à tourner, mais eux, ils sont là. Il ne se passe rien. En fait, ça devient un moment d'introspection, mais très négatif, parce qu'on est face à soi-même, fondamentalement, avec d'autres gens qu'on ne connaît pas. Parfois, on se méfie aussi des autres avec qui on est enfermé, ou les gens qui travaillent là. Donc, on voit énormément de stress, on voit à quel point ça perturbe les gens, comment ils deviennent fous petit à petit. Ou alors complètement dépressifs parfois aussi, ils ne réagissent plus. Ça, je me souviens d'avoir vu ça.
L'impact sur la santé mentale, vous en parlez, le caractère traumatisant. J'ai sollicité une réaction de l'Office des étrangers, de sa porte-parole, justement, ce matin, qui s'appelle Dominique Ernoult. Et je lui ai soumis cet enjeu-là, justement, de voir comment elle réagissait à ces nombreux témoignages, ces retours aussi de personnes qui peuvent rentrer en tant qu'ONG dans les centres et qui parlent du caractère traumatisant de se retrouver comme ça, privé de liberté dans ces centres. Voici la réaction de Dominique Ernoult. D'une manière générale, oui, quand on dit vivre en centre fermé, les mots sont clairs. Fermé veut dire dans une structure close et ça peut être dérangeant, ça c'est évident. Mais tout est mis en place dans les centres fermés pour assurer un séjour dans des conditions humaines et respectueuses. Donc beaucoup de possibilités sont offertes, je dirais, aux résidents pour rendre leur séjour le plus agréable possible ou en tout cas le moins pénible possible. Donc il y a la visite des membres de la famille qui est possible tous les jours, la visite d'avocats, de représentants de culte, tous les soins sont évidemment mis à disposition. Donc un maximum de choses sont mises en place pour permettre aux résidents de vivre cette expérience de la manière la moins traumatisante possible. Et qu'est-ce qui différencie vraiment d'une prison ? Si vous deviez justement pointer les éléments où vous dites ça, c'est quand même une vraie différence par rapport à une prison, ce serait quoi ? D'abord, l'enfermement est de courte durée. Les personnes restent en général maximum, tout dépend des procédures entamées, mais maximum 2 mois. Et puis la possibilité aussi que la personne a de pouvoir dire je mets éventuellement fin à mon enfermement parce que je décide de retourner de manière volontaire dans mon pays. Alors sur cet enjeu-là, évidemment, c'est ce que rappelle l'Office des étrangers de dire oui, ces personnes sont privées de liberté, mais la grande différence qu'il y a par rapport à un prisonnier qui, lui, a été condamné suite à une peine, c'est qu'ici, ces personnes peuvent retrouver la liberté, mais à condition de retourner dans leur pays. Oui. Alors ça, c'est le discours de la porte ouverte d'un côté et pas de l'autre. Et en fait, ce discours, déjà dans les années 90, la Cour européenne des droits de l'homme avait dit qu'en fait, elle n'est pas valable. Ça reste une privation de liberté et le fait que la personne peut partir de son propre gré n'est pas une raison pour laquelle on ne peut pas traiter cet enfermement comme une réelle privation de liberté. Et avec toutes les conséquences que cela a, tant pour les personnes qui le vivent que pour les responsabilités de l'État. Donc, c'est un discours, j'ai envie de dire, un peu facile. On ne sait pas quelles sont les raisons des personnes pour lesquelles ils sont ici ou pour lesquelles ils ne veulent pas partir ou que sais-je. Et donc, c'est un peu... Ce qu'on peut rappeler, c'est que normalement, les personnes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, en théorie, on a vérifié qu'elles ne couraient pas de risque pour leur vie à retourner dans le pays d'origine dont elles sont venues. En tout cas, c'est comme ça que l'État justifie le fait qu'à un moment donné, il peut décider pour certaines personnes que non, elles ne peuvent pas rester chez nous en Belgique et recevoir l'asile politique, par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai. Ils ont cette obligation et j'ose espérer qu'ils fassent réellement ce test. Que le commissariat, j'imagine qu'il le fasse. Ou le commissariat, même l'office étranger doit faire ce test, parce qu'il ne s'agit pas que de renvoyer des demandeurs d'asile. Mais il y a toute une autre série de raisons qui ne sont pas forcément liées à la torture ou au droit de la vie, pour lesquelles les gens sont ici ou ne veulent pas retourner là-bas. Ça peut aussi simplement être le fait qu'ils n'ont rien là-bas. Et que ce n'est pas une vraie liberté, en fait, de retourner là-bas. Non. Pas la même liberté que de dire je peux sortir du centre et rester là où je veux rester. Ça reste une liberté contrainte, j'ai envie de dire. Ce que vous avez beaucoup remarqué aussi dans votre thèse, quand vous avez pu aller pendant de longs mois observer la vie dans les centres fermés, aussi beaucoup parler avec le personnel, rencontrer pour de longs entretiens les membres du personnel, c'est le fait que la dimension sécuritaire, le contrôle, la gestion des conflits, des tensions que ça peut créer aussi, parce qu'il peut y avoir une forme de violence quand on doit empêcher des gens de sortir, quand on doit leur octroyer quelques pauses, mais on a entendu que ce n'était pas très très long, c'est que cette dimension sécuritaire, cette dimension du contrôle, s'impose un peu à tout le reste, même s'il y a des travailleurs sociaux, même s'il y a une série de personnes qui entrent pour amener des soins, même s'il y a des éducateurs, etc. L'aspect sécuritaire prend beaucoup de place. Tout à fait. Alors je voudrais préciser une chose quand même, c'est que moi j'ai surtout parlé au personnel. Mon travail portait vraiment sur, pour le dire en termes très académiques, comment les agents de la mise en œuvre gèrent au quotidien cette politique d'enfermement. Donc comment les travailleurs des centres fermés font leur travail, quelles sont leurs routines quotidiennes. Et c'est pas que l'aspect sécuritaire est très important, il prime surtout.
Madame Ernould parlait qu'on met tout en place, etc. Alors oui, certes, il y a une volonté et il y a aussi une obligation de mettre tout en place. Sauf qu'on est dans un service public, et comme beaucoup de services publics, ils ne sont pas forcément bien financés. Il y a des soucis de personnel. En tout cas, quand moi je faisais mon terrain, il y avait des centres où le personnel social, comme ils les appelaient à l'époque, donc les éducateurs, les assistants sociaux, les infirmiers ou quoi, manquaient. Mm-hmm. Mais les centres continuaient à fonctionner, néanmoins. Donc ça dit déjà quelque chose. Mais plus fort encore, quand le personnel de sécurité manquait, ce qui se passait alors, c'est qu'on assistait à une réduction de la capacité des centres. Par exemple, on fermait une aile. Ah, on n'a pas assez d'agents de sécurité, alors on va fermer une aile, comme ça on les met sur moins de ailes et on a besoin de moins de personnel de sécurité. Pareil pour les activités, si elles ne pouvaient pas être encadrées dans certains centres par des agents de sécurité, tout simplement l'activité n'avait pas lieu ce jour-là. Par exemple, le fitness, il y avait un des centres, les éducateurs organisaient le fitness, mais pour pouvoir être au fitness avec les détenus, il fallait qu'il y ait un agent de sécurité ou deux, maintenant je ne me souviens plus très bien, mais s'ils étaient occupés dans les postes fixes, comme on les appelle, alors l'activité de fitness n'avait pas lieu. On voit que cet aspect humain est tout à fait secondaire par rapport à l'aspect sécuritaire qui structure en fait le travail en centre fermé. Même les travailleurs sociaux, les éducateurs, les assistants sociaux, les infirmiers, ainsi de suite, ils vont développer une approche de gestion de risque à un moment donné, parce qu'ils connaissent très bien les détenus et savent, ils vont jauger le risque lors d'un déplacement, lors d'une activité. De quoi est-ce que ces détenus seraient-ils capables, quoi. Et donc, ils vont discuter de ça. Ça veut dire qu'ils vont quitter un peu peut-être leur première intention d'être là dans le soin, dans l'accompagnement, dans l'animation, pour être un peu happés par cet aspect sécuritaire et devenir, comme vous dites, des gestionnaires du risque, même ces personnes qui ne sont pas engagées justement pour la sécurité dans les centres. C'est ça que vous avez constaté, vous, dans votre travail ? Tout à fait. C'est ce que je trouve. Alors, le mot est peut-être pas adéquat, mais là, donc, je parle en tant qu'académique. C'est ce que j'ai trouvé fascinant. Fascinant, donc, au sens de troublant de constater à quel point la dimension sécuritaire, les codes de l'univers carcéral, contaminent en quelque sorte des personnes, des travailleurs qui n'ont pourtant pas été engagés au départ pour cet aspect sécuritaire, mais plutôt pour le soin. Ceci dit, Andrew Crosby tient à préciser quand même que le fait que l'on a progressivement augmenté dans les centres fermés la part de personnel en charge du soin, en charge de l'animation, a quand même transformé au fur et à mesure le climat des centres par rapport à ce qu'il était au tout début. Si vous prenez les années 90, donc la première décennie que les centres ont été créés, il y avait beaucoup plus de violence physique parce que, justement, il y avait beaucoup moins de réflexion multidisciplinaire, d'angles d'approche différentes, et donc ils anticipaient beaucoup moins les violences. Puis il y a aussi d'autres éléments, comme ils ont aussi commencé à changer un peu dans le recrutement du personnel de sécurité. Je me souviens qu'il y avait pas mal d'agents de sécurité quand j'étais là, qui travaillaient là depuis très longtemps, qui disaient les premières années, ils recrutaient des sorteurs avec des gros bras qui aimaient se bagarrer. Dans un autre centre, on me disait, ici, il y avait une gang de motards au tout début qui aimaient se bagarrer. Donc, l'Office a aussi compris à un moment donné, en fait, peut-être que ça, on ne devrait pas faire, quoi. Donc, les choses, quand même, se sont améliorées du fait qu'on a pu faire entrer, à un moment donné, aussi plus de personnel moins consacré à la sécurité, même si ce que vous trouvez, donc, fascinant en tant que chercheur, c'est comme ça que vous l'avez dit, c'est à quel point cette dimension sécuritaire prend quand même le pas et contamine un peu toutes les autres. Je voudrais vous faire entendre encore une réaction de Dominique Ernould. C'est sur ce qui peut ressembler un peu à la loi du silence. Ça a été compliqué, même impossible en tant que journaliste de rentrer dans un centre fermé. C'est compliqué aussi de parler à des membres du personnel. Il y en a peu qui veulent s'exprimer. Et j'ai demandé à Dominique Ernould pourquoi, justement, c'était compliqué de parler avec du personnel de centre fermé de ce qui s'y passe. Le personnel est libre de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Après, je pense qu'il est difficile pour le personnel
qui a une vie de famille, une vie sociale, de parfois assumer, de dire voilà, je travaille dans un centre fermé. Donc par souci de discrétion, de protection par rapport à la vie privée, je pense que certains membres du personnel souhaitent ne pas exprimer clairement qu'elles travaillent dans un centre fermé. Et est-ce que ce n'est pas un signe quand même ça du malaise qu'on a en tant que société par rapport à cet enjeu des centres fermés? Parce qu'on enferme des personnes qui n'ont pas commis de délit, des humains. Est-ce que ça ne montre pas quelque part tout le malaise qu'on a comme société par rapport à cette pratique qui est liée à la façon dont on veut contrôler nos frontières? Oui, je sais que la problématique est délicate, mais l'Europe, l'ensemble des pays européens n'ont pas d'autre possibilité que de recourir à ces systèmes de rétention avec une durée la plus courte possible à partir du moment où on veut une gestion juste, équitable du contrôle des frontières. Alors, Andrew Crosby, est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions, justement? Est-ce que si on reste dans cette logique qui est la dynamique politique actuelle, d'une gestion ferme des frontières et de laisser peu de personnes rentrer, d'expulser ceux qui sont en séjour irrégulier, est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens que de passer à un moment donné par la case des centres fermés, comme le dit ici Dominique Ernoult? Question complexe. Clairement, la nécessité des centres fermés découle en fait tout simplement des politiques migratoires qu'on met en place et donc des représentations qu'on fait des étrangers. C'est pas tout à fait nouveau, mais je dirais des époques où certaines expressions vont dominer plus que d'autres. Et à partir des années 80, en fait, on vient vraiment problématiser davantage les migrations. Elles ne servaient plus, je parle en termes cyniques, d'un point de vue de l'État ou de l'économie. Les étrangers ne servaient plus comme à une époque pour l'industrie, que sais-je. Et du coup, on a beaucoup plus les discours sur la criminalisation. Les étrangers sont illégaux. Et on fait cet amalgame. Et à partir de ce moment-là, ça devient une nécessité. Or, il y a effectivement des recherches qui montrent qu'il y a un accompagnement possible et que ça ne fait pas descendre le taux d'expulsion et que donc il y a moyen d'utiliser moins de contraintes pour mettre en place une politique migratoire ferme, j'ai envie de dire. Mais voilà. Moi, je préférais avoir la libre circulation, honnêtement. Là, je parle en tant que sujet et pas en tant qu'académique. On voit donc, au travers de cette dernière réponse, que la présence des centres fermés, elle est fondamentalement le produit d'une vision politique dominante aujourd'hui sur la migration. La politique de fermeture et de fermeté, le fait d'avoir une Belgique la moins accueillante possible, qui est le projet quasiment défini comme tel d'ailleurs par l'actuel gouvernement et qui implique donc pratiquement ces centres fermés, ne serait-ce d'ailleurs que comme une menace brandie pour favoriser par ailleurs les départs volontaires. Puisqu'il faut le noter aussi, ces dernières années, l'Office des étrangers a également investi dans l'accompagnement vers le retour volontaire des étrangers ayant reçu un ordre de quitter le territoire. En tout cas, il nous semblait utile pour les clés de faire entendre que la politique migratoire telle qu'appliquée aujourd'hui, elle a pour conséquence des centres comme ceux-là et tout ce qui en découle pour ceux et celles qui y sont enfermés. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore de cet épisode Guillaume de Smet, pour le reportage Sarah Pousset. Et si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'hésitez pas évidemment à le partager autour de vous.